Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à cette 24e séance de débat du premier mardi de la section Archives et droits humains de l'ICEA. Je m'appelle Perrine Canavaggio et j'en suis la responsable et la co-organisatrice. Ces débats ont lieu le premier mardi du mois, tous les 2 mois. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir Martine Sinblima-Baru. Martine est conservatrice du patrimoine et chef du département des archives audiovisuelles aux Archives nationales, département qui conserve le fonds unique des captations de procès enregistrés pour leur intérêt historique majeur au titre des archives audiovisuelles de la justice. Martine a une grande expertise en la matière et elle s'intéresse particulièrement à la place de la caméra dans les procès de crimes contre l'humanité et les attentats terroristes. Elle a suivi tous les procès filmés en France depuis 2014 et elle assure l'expertise auprès des tribunaux au nom des Archives nationales. Elle est aussi membre de la section Archives et droits humains du Conseil international des archives et nous sommes très heureux de l'accueillir aujourd'hui pour cette intervention qu'elle a intitulée « Filmer les procès de crimes contre l'humanité en France, entre lutte contre l'impunité et enjeux mémoriels ». Alors cette séance est un peu particulière car Martine va intervenir en direct de l'école des Chartes en présence d'une délégation d'archivistes et de journalistes ukrainiens spécialistes de l'audiovisuel et qui s'intéressent à la conservation de ce type d'archives et aux enjeux de leur utilisation pour l'histoire. Je les salue donc au nom de la section Archives et droits humains. Avant de passer la parole à Martine, quelques informations. Vous pouvez activer la traduction des sous-titres et choisir dans la liste la langue qui vous convient. Et pour les questions ou commentaires, vous pouvez utiliser à tout moment la rubrique Q et R, questions et réponses, et évitez s'il vous plaît le chat, parce que c'est un peu plus compliqué à gérer. Voilà, Martine, je te passe la parole. Merci beaucoup, Perrine. Bonjour à tout le monde, ou bonsoir, tout dépend de quel endroit du monde vous nous écoutez. Je suis très très contente en effet d'intervenir aujourd'hui, en plus dans ce contexte au sein de l'école des Chartes, face à cette délégation ukrainienne. Et je vais vous parler effectivement de ce procédé particulier qui permet en France de filmer certains procès, et je vais plus m'intéresser aux procès de crimes contre l'humanité pour étudier les aspects de leurs objectifs entre lutte contre l'impunité et enjeux mémoriels. Alors, avant cela, je vais partager mon écran pour vous diffuser une présentation. Voilà. Donc, les archives audiovisuelles de la justice peuvent être enregistrées sur certains procès grâce à une loi qui a été adoptée en 1985 qui permet de constituer des archives audiovisuelles de la justice et plus précisément de filmer des archives historiques. Ce qui est important de souligner, c'est ces 2 points. Le fait qu'il y ait une loi qui permette cet enregistrement et cette orientation sur les archives historiques. Ce qu'on remarque, c'est que la France n'est pas le seul pays qui peut enregistrer des procès. Par contre, tous les pays qui le font n'ont pas forcément eu cette décision du législateur, donc les représentants de la nation qui décident de ces enregistrements. Et cela donne effectivement une force particulière à l'acte d'enregistrer les procès. La qualité historique n'est pas non plus évidente. Pourquoi elle est importante? Parce qu'elle porte en elle la pérennisation de ces enregistrements sur le temps long
pérennisation qui est d'autant plus importante que la destination de ces archives historiques est l'entrée aux Archives nationales de France. Si on prend un point de comparaison, on peut aller du côté de la Belgique qui filme aussi quelques procès. Ils ont commencé à peu près au même moment qu'en France, mais ils ont longtemps filmé sans qu'il y ait un encadrement d'une loi. Donc c'était une décision ponctuelle qui était prise et ils travaillaient à ce moment-là avec des associations, souvent des associations qui étaient elles-mêmes impliquées dans les affaires jugées qui étaient filmées, mais il n'y avait pas d'encadrement. Plus récemment, ils ont aussi adopté une loi en 2022 qui leur permet également de filmer certains procès. L'objectif est comme le nôtre, celui de créer des archives historiques. Par contre, la destination de ces archives, c'est-à-dire l'archivage, n'est pas prévue par la loi belge. Ce qui est prévu par la loi belge, c'est que cet enregistrement est intégré au dossier pénal. Et ça change beaucoup de choses parce que le dossier, dans ce cas-là, l'archive historique devient aussi une archive judiciaire et peut être réutilisée, notamment au moment du délibéré, ou devient une pièce de procédure. Et on voit la difficulté que cela pose pour eux, puisque il y a certains procès qui ont eu lieu en Belgique qui auraient pu être enregistrés du fait de leur valeur, et ça n'a pas été fait. Les présidents ont refusé, les présidents d'audience, en raison effectivement de cette destination de l'enregistrement comme pièce de procédure. Parce qu'en France, et là j'ai affiché voilà la spécificité telle qu'elle est décrite dans la loi française, donc dans le Code du patrimoine qui encadre le fonctionnement des archives. On a d'une part le statut des archives en général, donc tout type d'archives qui procèdent d'une activité administrative et judiciaire, et dans un titre spécifique du Code du patrimoine, cette définition des archives audiovisuelles en tant qu'archives historiques. Ça veut dire que ces archives n'ont pas d'utilité administrative ou judiciaire, ce ne sont qu'un document pour l'histoire destiné à être versé aux archives nationales. D'où déjà, effectivement, une importance particulière. Et cette importance, on donnait sur l'enregistrement de certains procès, on la doit à Robert Badinter, quand il était ministre de la Justice et garde des Sceaux du gouvernement de François Mitterrand, décide que certains procès seraient enregistrés. Alors, cette décision, elle vient pas non plus de nulle part. Attendez, il faut que je change. À changer. Excusez-moi, j'ai un petit problème pour changer. C'est pour mettre mode plein écran. Ça y est, mode plein écran. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Excusez-moi pour cette petite interruption. Donc, je vous disais, voilà, j'avais prévu des photos qui montraient Robert Badinter au moment où il est ministre de la Justice, des photos que vous pouvez retrouver dans un dossier spécial qui a été fait récemment sur le site Internet des Archives nationales. Et ce qu'il faut souligner, c'est que cette décision qu'il prend, elle ne fait pas partie du programme politique du président François Mitterrand. Si on regarde les propositions sur lesquelles ce président s'est fait élire en 1981, ne figure pas du tout l'enregistrement des procès. C'est un tout autre événement qui pousse Robert Badinter a initié des travaux qui aboutiront à l'adoption de la loi. C'est au moment où Klaus Barbie
donc l'ancien responsable de la Gestapo de Lyon, est arrêté en Bolivie, où il est réfugié, un pays dans lequel il a trouvé aussi un accueil très favorable, puisqu'il est devenu citoyen bolivien, il a la nationalité bolivienne, et on voit, voilà, dans cet extrait de presse de 1983, qu'en fait, il se fait arrêter pour une histoire finalement de fraude financière par l'État bolivien. Fraude qui existe réellement, mais en tout cas, c'est un prétexte parce que et la France et l'Allemagne ont demandé l'extradition de Klaus Barbie, extradition qui avait déjà été demandée plus anciennement, mais qui n'avait pas été acceptée à ce moment-là par la Bolivie parce qu'il n'existait pas d'accord entre la Bolivie et la France ou la Bolivie et l'Allemagne permettant l'extradition, les conditions internationales ayant changé à ce moment-là, en 1983, l'extradition de Klaus Barbie est prononcée et, euh, et donc c'est la France qui reçoit en quelque sorte dans son système pénitentiaire en vue de l'organisation d'un procès en France en raison du rôle qu'il a eu pendant la Seconde Guerre mondiale sur le territoire français. Et Robert Badinter, à ce moment-là, regrette qu'il n'y ait rien pour filmer des procès. Alors, quand on dit qu'il n'y a rien pour filmer les procès, il y a quand même un historique. C'est-à-dire que Robert Badinter reste marqué par un certain nombre d'éléments qui sont propres à son parcours, c'est-à-dire qu'il se souvient d'avoir été au cinéma et dans l'immédiate après-guerre et avoir vu des actualités telles qu'on les diffusait à ce moment-là. Et dans ces actualités, il a été très marqué par les quelques extraits qu'il a pu voir du procès du maréchal Pétain, donc le chef de l'État français pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc du rôle qu'a pu jouer la caméra pour filmer ce procès. Il se souvient également d'autres images qui l'ont beaucoup marqué, qui sont les images du procès des responsables nazis à Nuremberg en Allemagne en 1945 et 1946. Et ça permet aussi de se référer à une possibilité qui existait en France de filmer des procès, puisque en 1985, on a pu la possibilité de filmer ou de photographier au sein des salles d'audience, mais entre 1880 et 1954, il était à ce moment-là tout à fait possible d'enregistrer, de photographier les procès, grâce à une loi qui avait été adoptée le 29 juillet 1881, c'est-à-dire la loi sur la liberté de la presse. Donc à ce moment-là, les journalistes qui étaient déjà présents pour tenir des comptes rendus écrits d'audience commencent à prendre des photos, puis avec l'évolution des techniques audiovisuelles, filment parfois ou photographient ou enregistrent le son. Alors bien sûr, il s'agit plus particulièrement de procès qui ont une dimension un peu sensationnelle, puisque ils sont là pour travailler pour un journal. Et c'est finalement ce qui va causer l'interdiction de l'enregistrement en 1954. C'est-à-dire que dans certains procès très retentissants, là, sur la présentation, on voit le procès de Gaston Dominici et le procès de Marie Bénard qui ont lieu la même année, en 1954. Ces deux procès criminels très retentissants, très attendus par l'opinion française, donc très médiatisés. Ça veut dire que les journalistes sont présents au sein même de la salle d'audience. Ils ne sont pas cantonnés à certaines places, ils peuvent circuler
Et on voit ici, par exemple, avec les photos qui ont été prises de Gaston Dominici, pour que ces photos aient pu être prises à cette distance-là, il fallait que les caméras ou de photos ou d'enregistrement de l'image soient très très près des accusés. Et entre les flashs, les mouvements des journalistes, cela prend une telle dimension que il y avait déjà un agacement qui était latent, mais en 1954, à la fin de l'année, il est décidé qu'il n'y aurait plus de captation d'images animées, il n'y aurait plus de photographie et il n'y aurait plus de possibilité d'enregistrer le son pendant les procès. Alors, finalement, à la suite de cette décision, ce qui reste quand même, c'est le dessin de presse. Ça, c'est une iconographie qui existe depuis le XVIIIe siècle en France, donc qui est très ancienne et qui reste autorisée. Donc, on peut, le public qui est autorisé à entrer dans les salles d'audience, mais qui n'y entre quand même pas de façon très fréquente, peut quand même en avoir une image grâce à ces dessins. Mais ça reste effectivement quand même une orientation très spécifique, mais qui joue malgré tout dans ce contexte historique que tout le monde a bien en tête en 1983, quand quand Robert Badinter est en train de se dire qu'il faudrait remettre en place des conditions permettant l'enregistrement de certains procès, avec bien sûr comme ligne d'arrivée la possibilité de filmer le procès de Klaus Barbie, dont on n'a pas encore complètement la date, mais voilà, ayant été amené en France en 1983, le procès doit avoir lieu dans les années qui viennent. Donc Robert Badinter s'entoure d'une commission ad hoc composée de magistrats, de journalistes qui suivent régulièrement les procès, de professeurs d'université, pour réfléchir aux conditions dans lesquelles ces enregistrements pourraient avoir lieu. Ce qui est tout de suite ou rapidement écarté, c'est un enregistrement qui serait fait par les journalistes. Il est absolument exclu de retomber dans la situation qui a été celle avant 1954 et donc de permettre à nouveau aux journalistes de filmer, photographier ou enregistrer le son. Donc la loi sur la liberté de la presse de 1881, dont le périmètre avait été rétréci à la suite de l'interdiction de filmer, n'est pas rouvert. On ne touche pas à cette loi-là, mais on crée une nouvelle loi afin de pouvoir filmer, enregistrer ou capter le son. Et c'est cette loi qui s'affiche à l'écran, la loi du 11 juillet 1985. Donc là, on a sous les yeux l'original. Je vous ai mis pour une lecture et la retrouver plus facilement le lien qui vous amène sur le site Légifrance qui permet d'avoir accès à l'ensemble des lois françaises. Et on voit bien dans le titre de la loi que c'est pour constituer, et le terme est aussi important, hein, donc on est sur une fabrication volontaire d'archives audiovisuelles de la justice et donc des archives historiques. Ce qui est important de souligner, c'est donc le premier procès qui est enregistré, qui est le procès donc de Klaus Barbie. Et entre le premier procès de Klaus Barbie et aujourd'hui, 33 procès ont été enregistrés. Donc, on voit bien déjà que, avec ce petit nombre de procès, que très peu sont destinés à être filmés. Pourtant, Robert Badinter, dans les travaux que l'on peut suivre dans la fabrication de cette loi, où il y a eu une étude qui a été faite sur l'année 1984, par exemple, voir sur cette année-là, quel procès aurait pu être filmé
hein, pour avoir un ordre d'idée de ce qui pouvait être fait. L'objectif de Robert Badinter, c'était de filmer tout type de procès, hein, que ce soit des procès administratifs, que ce soit des procès civils, que ce soit des procès pénaux. Euh, seuls les procès, seules les affaires en lien avec les mineurs ou les affaires devant déboucher sur un procès à huis clos étaient complètement exclues. Malgré tout, le premier procès qui est enregistré, qui est donc le procès de Klaus Barbie, on va dire, pèse quand même de façon importante sur ce qui va être fait avec cette loi du 11 juillet 1985. Donc, on va vraiment enregistrer l'intégralité du procès. Donc là, on voit par exemple que le procès de Klaus Barbie est un procès qui a duré 185 heures. Donc, on a vraiment l'intégralité de ce procès. On a même avant même que le président entre dans la cour, on a aussi ces moments un peu intermédiaires qui sont enregistrés. Mais les premiers procès qui sont enregistrés, donc procès de Klaus Barbie en 87, procès de Paul Touvier en 1994, donc là c'est le procès d'un milicien qui a collaboré avec les nazis dans l'arrestation des résistants, des juifs, et le procès de Maurice Papon, donc grand préfet de la préfecture de la Gironde, dont le procès a lieu en 1997-1998. On a 3 procès de crimes contre l'humanité. Klaus Barbie était le premier procès de crime contre l'humanité qui a eu lieu en France, et parmi les 3 suivants figurent 2 autres procès de crimes contre l'humanité. Donc c'est certain que cette orientation de procès assez exceptionnelle a quand même joué dans l'orientation des autres procès qui seront filmés. Pourtant, après le procès de Maurice Papon, le dispositif permettant l'enregistrement est assez peu mobilisé. On a dans l'intervalle d'autres procès qui n'ont absolument rien à voir avec les procès de crimes contre l'humanité. On a notamment un procès sur un scandale sanitaire qui s'appelle le procès du sang contaminé. C'est des médecins français qui travaillaient dans des hautes instances sanitaires qui sont mis en accusation pour n'avoir pas pu empêcher la contamination de sang qui servait aux transfusions et qui a été contaminé par le virus du VIH. Donc, il y a un procès, ce procès est enregistré, c'est un procès très médiatique également. On a comme autre procès, donc ce procès du sang contaminé, excusez-moi, a eu lieu en 1992-1993. On a également aussi le procès d'un scandale industriel, procès dit AZF, du nom en fait, c'est une explosion qui a eu lieu en plein centre de la ville de Toulouse, ville du sud de la France, qui stockait des produits chimiques qui n'auraient pas dû être stockés par l'usine. Donc là aussi, énorme scandale, énorme attente de la société, donc procès qui est filmé. Il y a aussi un procès d'un homme qui s'appelle Robert Faurisson, qui est un révisionniste des faits de déportation pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a poursuivi Robert Badinter, dont on vient de parler tout à l'heure, parce que Robert Badinter l'avait qualifié de faussaire de l'histoire lors d'une émission de télévision.
C'est un petit procès, bon, important en termes de sens, mais pas de même niveau que les autres. Procès qui a été enregistré du fait de la personnalité de Robert Badinter qui était poursuivi dans ce procès. Et puis, un autre procès qui a eu lieu en 2010, qui est un procès contre 14 responsables au sein de la dictature d'Augusto Pinochet au Chili, qui sont accusés de la disparition forcée de 4 franco-chiliens au moment du coup d'État d'Augusto Pinochet en 1973 au Chili. Donc on voit que sur cette première partie, on va dire, du fonctionnement de l'enregistrement des procès, assez peu d'utilisation. Ce qui change, c'est en 2014, c'est plusieurs événements. D'abord, les procès suivent aussi l'évolution de l'organisation de la justice. C'est-à-dire qu'en 2012, au sein du ministère public, est créé le pôle de crimes contre l'humanité. Il faut savoir qu'en France, il y avait déjà de nombreuses plaintes portant sur des faits qui ont eu lieu à l'étranger et plaintes qui faisaient appel à la compétence universelle de la France, permettant de transformer en quelque sorte les juges nationaux en juges internationaux afin de juger des crimes commis à l'étranger, même si l'auteur ou la victime n'ont aucun lien avec la France. Et ce principe est fondé sur l'idée que certains crimes sont d'une telle gravité qu'ils portent atteinte à la communauté internationale tout entière et en conséquence doivent être poursuivis ou jugés indépendamment des frontières. Et donc cette compétence universelle trouve une application très pratique une fois que le pôle crime contre l'humanité est créé au ministère public, pour la première fois en 2014, lors du premier procès contre un Rwandais qui est mis en accusation pour le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Donc c'est un procès de crime contre l'humanité. Donc en 1994, on retrouve, en 2014, excusez-moi, on retrouve un procès de crime contre l'humanité qui a suivi donc l'évolution de la justice. Donc ce procès, la dimension de la justice universelle s'exerce aussi beaucoup grâce à l'action des parties civiles. C'est-à-dire que, bien sûr, ce procès a pu avoir lieu grâce à la constitution, à la création de ce pôle crime contre l'humanité, mais également parce que antérieurement et depuis 1995, des Rwandais qui vivaient en France ont déposé des plaintes contre un certain nombre de génocidaires. Et ces procès crimes contre l'humanité prennent, à partir de 2014, une dimension particulière du fait du rôle de la société civile dans la volonté de poursuivre ces grands criminels en France, même si les faits n'ont pas eu lieu en France. Par exemple, pour continuer avec ces procès sur le génocide des Tutsis, voilà, il faut savoir qu'il y a eu 9 procès qui ont eu lieu aujourd'hui sur ces faits représentant 7 affaires différentes, ont pu avoir lieu en France grâce à un comité qui s'appelle le Comité des parties civiles pour le Rwanda. Donc, ce sont vraiment soit des anciennes victimes, soit des personnes proches des victimes qui se mobilisent tout le temps pour que ces procès aient lieu, avec une présence très très forte aussi de leur part lors des procès. Ils font des comptes rendus qui sont consultables presque au jour le jour sur leur site internet. Donc un poids très important, non seulement
du rôle joué par le ministère public via le pôle crime contre l'humanité, mais aussi voilà, l'exercice de cette compétence universelle qui est poussée par la société civile. L'autre point important qu'il faut souligner et qui explique le nombre de plus en plus grand de ces procès de crimes contre l'humanité, c'est la deuxième ligne de la slide que vous avez sous les yeux, qui dit que dans le cas des procès pour crimes contre l'humanité ou pour actes de terrorisme, l'enregistrement est de droit s'il est demandé par le ministère public. C'est une décision qui est très récente. Ça date du 23 mars 2019, décision qui est concomitante avec la création, encore une fois, d'une évolution au sein de l'organisation de la justice, avec la création au sein du ministère public d'un parquet national antiterroriste qui incorpore le pôle crime contre l'humanité qui avait été précédemment créé. Avec la création de ce parquet national antiterroriste, plus un arsenal législatif très fort qui leur permet de requérir très facilement l'enregistrement de procès, on remarque que à partir de 2020 et jusqu'à aujourd'hui, donc en 5 ans, il n'y a plus pratiquement, à part un procès, que des procès de crimes contre l'humanité qui sont filmés ou des procès concernant les attentats terroristes qui ont eu lieu sur le sol français en 2015 et 2016 et en 2020. Donc une orientation qui devient très particulière et qui nous éloigne complètement de l'intention de Robert Badinter qui voulait filmer tout type de procès. Là, on a une volonté très forte affirmée, confirmée même, je pourrais dire, par cette loi du 23 mars 2019, qui donne une visibilité importante à une judiciarisation de l'histoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a le parquet national antiterroriste qui va requérir systématiquement les procès de crimes contre l'humanité, cela donne une dimension historique bien sûr forte à ces enregistrements, mais également des procès qui finalement écartent complètement ce qui se passe dans la justice civile ou dans l'autre justice pénale, on va dire plus ordinaire, ou la justice administrative. Et cette judiciarisation de l'histoire, elle est d'autant plus importante que ces procès invitent les historiens au sein même de leurs instances. C'est-à-dire que ce sont des procès qui portent, donc on a dit, qui ont une dimension internationale, portant sur des faits qui n'ont pas lieu pour certains sur le territoire français, notamment les procès de crimes contre l'humanité. Et donc, il faut contextualiser ces procès, puisque dans la procédure française, les procès de crimes contre l'humanité sont des procès de cour d'assises avec un jury, donc c'est-à-dire tout citoyen peut être appelé à faire partie de ce jury, et donc il faut bien expliquer ce qui se passe avant de juger les faits. Et par rapport à cette vision de l'histoire, et je parle vraiment d'une vision de l'histoire à dessein, il faut savoir que les professeurs d'université ou les chercheurs qui sont sollicités pour venir dans ces instances sont des spécialistes. Ça ne fait pas de doute, mais ce sont surtout les spécialistes qui acceptent de venir parler au sein de ces procès. Certains chercheurs refusent de parler
devant ces procès, soit parce que ils ne veulent pas que leurs paroles soient instrumentalisées par la justice, ils ont peur que leurs paroles soient instrumentalisées par la justice, ou alors ils ne veulent pas parler à côté d'autres chercheurs parce que les querelles dans le monde universitaire, ça existe, tous les chercheurs ne sont pas d'accord les uns avec les autres, et en fait, la justice ignore ces querelles. C'est-à-dire que ce que la justice veut, c'est qu'il y ait des spécialistes qui viennent témoigner, qui soient des témoins experts, des témoins de contexte, et donc ce sont ceux qui veulent bien témoigner, qui sont présents. Et il y a même une sorte de professionnalisation, on va dire, de leur rôle au sein des procès, puisque, pour reprendre l'exemple des procès du génocide des Tutsis, exemple qui est facile, puisqu'il y en a quand même maintenant pas mal qui ont été enregistrés, donc on peut vraiment les voir, et ce que l'on remarque, c'est que ce sont finalement un peu toujours les mêmes professeurs ou les mêmes chercheurs qui viennent. Donc, entre les procès, le premier procès du génocide des Tutsis, qui a été donc jugé en France en 2014, qui était donc l'affaire portant sur Pascal Sibikangwa, et par exemple le procès de 2024 sur Eugène Roy-Muciot, on a donc toujours les mêmes professeurs qui auprès de qui on attend un discours qui devient un discours convenu, et donc presque un discours qui s'écarte ou qui ne s'attarde pas sur les avancées de la recherche, qui est propre au monde de la recherche. Donc cet aspect effectivement très particulier de ce que j'appelle la judiciarisation de l'histoire. Autre problématique que représente le filmage un peu systématique des procès de crimes contre l'humanité ou des attentats terroristes, c'est que on voit bien sur les 5 dernières années essentiellement, 2020-2025, et on a une loi qui date de 1985, qui a un petit peu évolué. Depuis, elle a été intégrée au Code du patrimoine en 2004, mais sans grand changement. C'est surtout les conditions d'accès qui ont changé, mais même ces conditions d'accès en changeant sont de moins en moins en adéquation avec les affaires qui sont jugées, avec les conditions juridiques de ces affaires. L'accès prévoit plusieurs choses. Le Code du patrimoine dit que les archives deviendront librement communicables dans 50 ans. Avant ça, les archives ne peuvent pas donc être librement consultées, sauf dans une finalité de recherche scientifique ou historique. Là, dans ce contexte-là, on a un libre accès à ces archives et ça c'est une deuxième condition, si l'affaire est terminée par une décision définitive. Ça veut dire qu'il n'y a plus de voie de recours, puisqu'en France, après la première instance, les accusés ou le ministère public peuvent faire appel, ce qui entraîne un deuxième procès où on rejuge intégralement l'affaire. Et là encore, alors il n'y a pas un appel, mais les accusés peuvent se pourvoir devant la Cour de cassation pour vice de forme. Et donc, tant que toutes ces étapes ne sont pas terminées, on ne peut pas avoir accès à ces procès. Pourquoi ces conditions d'accès posent difficulté? Tout d'abord, je voudrais m'attarder sur la décision qui doit être définitive. Quand on jugeait des procès de crimes contre l'humanité, comme le procès de Klaus Barbie ou le procès de Touvier ou de Maurice Papon, on était dans les années 90 sur des faits qui avaient lieu 40, 50 ans avant. Et donc, on savait que, voilà,
même s'il y avait un appel, les faits étaient anciens et que les accusés seraient jugés à un moment définitivement. Dans les procès actuels, on a affaire à des conditions. À partir du moment où on est sur des procès qui ont une dimension internationale, ça veut dire que la présence des accusés n'est pas acquise. Par exemple, en 2010, quand a eu lieu le procès qui poursuivait 13 Chiliens et un Argentin qui étaient impliqués dans la dictature chilienne, bon, il y en avait déjà qui étaient emprisonnés au Chili, mais les autres n'ont pas reconnu la légitimité de la justice française et ne sont pas venus en France. Donc, il existe en France quelque chose, une disposition voilà, du code pénal qui permet de poursuivre des accusés même en leur absence. On appelle ça le procès en absence ou le procès par défaut. À partir de ce moment-là, il y a une autre disposition juridique qui permet à ces accusés de venir en France et de réclamer un procès équitable, donc un procès où ils seront jugés en personne. Et à partir de ce moment-là, le premier procès, c'est-à-dire que le procès qui a été filmé en leur absence, disparaît, on va dire, des décisions juridiques et on rejuge entièrement l'affaire. Et donc le procès qui va compter, c'est le procès qui va se dérouler en présence des accusés. De ce fait, qu'est-ce qu'il arrive, qu'est-ce que devient ces archives audiovisuelles de la justice qui ont été filmées sur des procès dont les accusés étaient en absence, parce que la décision de ce fait n'est jamais définitive, puisqu'ils sont en absence. Donc la difficulté, c'est que la situation est encore appréhendable quand on a affaire à des accusés qui sont connus, où on peut se dire, on va attendre que chacun des accusés meure, et donc au bout d'un moment, la décision deviendra définitive. Par contre, dans les procès actuels de crimes contre l'humanité ou les procès d'attentats terroristes, on a le cas d'accusés dont le statut n'est pas très clair, c'est-à-dire que certains sont présumés morts, mais dont on n'a pas la preuve qu'ils sont morts, ou certains sont dits disparus, c'est-à-dire qu'on n'écarte pas la possibilité qu'à un moment donné, les accusés réapparaîtront. Donc, la décision n'est jamais définitive. Donc, à quel moment peut-on communiquer des archives audiovisuelles à partir du moment où la décision ne sera a priori jamais définitive? Bon, il y a quelque temps, voilà, j'ai organisé un séminaire avec des professeurs de droit, avec un président d'audience et avec le procureur de la République antiterroriste pour discuter de cet aspect-là et voir effectivement quel délai raisonnable on pouvait accepter pour décider qu'un procès enregistré avec des accusés en absence puisse être dit définitif. Voilà, donc on a à peu près accepté qu'il y aurait une trentaine d'années voilà, qu'on pourrait supporter avant de déclarer que le procès devienne définitif. Autre problématique liée à cette adéquation entre une loi ancienne par rapport à l'orientation actuelle des procès, c'est ce délai de 50 ans. Parfois, on trouve que ce délai est trop long.
Et c'est vrai que quand on a affaire à ces procès Seconde Guerre mondiale, on peut se dire, bon, aujourd'hui, on est quand même en 2025, les faits jugés sont quand même anciens, mais les 50 ans ne sont pas écoulés. Et la situation paraît d'autant plus incongrue, si je puis dire ça, que concernant ces trois procès, les autres archives judiciaires, celles qui entourent le procès, celles qui préparent le procès, celles qui accompagnent l'affaire en salle d'audience, ont été ouverts de façon anticipée. C'est-à-dire que en droit français, les archives judiciaires deviennent librement communicables au bout de 75 ans. Donc, on est sur un délai encore plus long. Et pour ces procès, Klaus Barbie, Touvier et Papon, entre 2017 et 2024, il y a eu des arrêtés d'ouverture anticipée de ces archives judiciaires qui fait qu'aujourd'hui, on peut consulter ces archives judiciaires, mais on ne peut pas consulter les archives audiovisuelles. Alors que dans les archives textuelles, il y a parfois, en ce qui concerne le procès Barbie et le procès Touvier, la transcription intégrale du procès. Donc, voilà, une espèce de contradiction entre une évolution réglementaire et ce que peut prévoir la loi. Donc, 50 ans, délai trop long ou délai insuffisamment long? C'est la question que l'on peut se poser aujourd'hui face à ces procès de crimes, des crimes continus, puisqu'on le voit avec notamment les procès portant sur le génocide des Tutsis. Chaque affaire est instruite sur des actes criminels bien précis. Pour autant, certains témoins victimes ou témoins des faits peuvent témoigner d'un procès à l'autre. Et de ce fait, même si les faits jugés sur les premiers procès peuvent être dits définitifs, les procès sont conclus, sont terminés, pour autant, les procès ne peuvent être ouverts parce que justement, pour protéger les témoins, on ne peut pas ouvrir cet accès à ces enregistrements pour qu'on ne puisse pas reconnaître ces témoins puisqu'ils sont filmés de face. Autre problème qui permet de se dire est-ce que 50 ans finalement c'est suffisant, est-ce qu'il faudra un délai plus long, ça tient à l'évolution de ces jugements de crimes internationaux. On a par exemple une première affaire de crime contre l'humanité en Syrie qui a été jugée en mai 2024, qui incriminait 3 hauts responsables du régime de Bachar el-Assad, donc régime qui était toujours en cours, puisqu'on ne savait pas en mai 2024 que le régime allait tomber quelques mois plus tard. Et là aussi, on a voilà, une difficulté. Donc, bien sûr, ces responsables ne sont pas venus en France, donc c'est un procès en absence. Et autre problématique de crimes qui sont toujours en train d'être commis dans le pays au moment où les faits ont été jugés. De plus, dans cette continuité, il y a aussi au sein de ces procès des instructions qui sont toujours en cours. Par exemple, lors du procès de l'attentat terroriste qui a eu lieu dans la ville de Nice, le 14 juillet 2016, on faisait très couramment référence à une instruction sur la responsabilité de la ville de Nice dans le procès. Donc, c'était une instruction en cours dont on ne pouvait pas parler puisque ce n'était pas directement l'objet du procès, mais
voilà, une difficulté encore par rapport à le fait que l'on filme donc des éléments qui ne sont pas complètement consolidés par rapport à l'instruction. Et le point, je dirais, le plus important de ce délai de 50 ans, c'est, je dirais, par rapport au procès numérique. Jusqu'en 2010, à peu près, même 2014, les preuves qui sont montrées dans les procès sont des preuves matérielles que l'on passe de main en main pour montrer voilà, la matérialité de ces éléments et en donner connaissance à tout le monde. Mais à partir des procès notamment de 2020, je parle de procès numériques parce que les preuves elles-mêmes deviennent nativement numériques, donc sont projetées sur un écran et donc vont être directement filmées. Tant qu'elles étaient matérielles, parfois on en avait une vision un peu imparfaite parce que soit la caméra n'était pas bien positionnée, soit le document n'était pas bien positionné et donc on ne voyait pas toujours très bien ce qui était sur les documents. Ce qui change complètement avec la projection sur un écran, comme voilà, on a l'habitude de le voir sur beaucoup de procès aujourd'hui. C'est-à-dire que dans l'enregistrement de l'archive audiovisuelle, on va filmer d'abord on va avoir d'abord un plan général qui va permettre de comprendre qu'on est dans une salle d'audience, mais ensuite, la caméra va substituer en quelque sorte la salle d'audience au document qui est projeté. Et donc, on va se retrouver, quand on est en consultation, par exemple, en salle de lecture, dans une modalité de lecture, comme si on lisait un document qui faisait partie de notre ordinateur ou une vidéo qu'on a tournée et qu'on a mis sur notre ordinateur. Donc, en fait, cette preuve elle a quand même une protection qui est particulière. En plus, parfois, c'est un scellé qui est encore plus protégé dans le droit des archives et même dans le code pénal, donc avec des délais qui peuvent être beaucoup plus longs. Et on est avec les archives audiovisuelles, avec des preuves qui peuvent être immédiatement consultées si on est dans cette modalité de recherche scientifique et historique. Donc, que deviennent ces documents qui devraient être en principe non communicables, mais qui peuvent être tout de suite communiqués par l'intermédiaire de ces archives audiovisuelles de la justice. Donc, on voit par ces quelques exemples que avec l'évolution des affaires de crimes contre l'humanité et sur les attentats terroristes, une difficulté de plus en plus grande à, à créer finalement des conditions qui sont proches de ce qui est attendu dans l'enregistrement des archives audiovisuelles de la justice avec ce qui se fait maintenant par rapport aux affaires jugées. Donc, si on doit faire un petit bilan de ces quelques années d'enregistrement de procès, on peut dire que la volonté de créer une mémoire vivante, objectif initial, donc de faire histoire de la justice, est quand même assez bien rempli. Hein. On le voit bien avec le rôle des parties civiles au procès, le fait qu'ils sont eux-mêmes cette mémoire vivante et que leur enregistrement pour l'histoire en font des objets de société portés par la mémoire collective de tout un chacun.
Donc, on a vraiment une représentation finalement symbolique sur le temps présent qui s'adresse bien aux générations futures grâce à la puissance significative des archives. On est également dans une perspective de lutte contre l'impunité, puisque ces affaires sont assez systématiquement filmées et donc peuvent témoigner de la possibilité pour la juridiction française de se transformer en juridiction internationale et donc de poursuivre tout criminel sur lequel il y aurait des plaintes déposées. Pour autant, les exemples que je vous ai donnés sur les conditions d'accès notamment et sur la judiciarisation de l'histoire montrent qu'il y a quand même des zones sur lesquelles qui nous inviteraient à nous repencher sur ce que sont ces archives audiovisuelles de la justice, sur est-ce qu'il faut toujours continuer à filmer de la façon dont on le fait sur ces affaires-là, ou est-ce qu'il y a des choses à réviser, des éléments à réviser, notamment en ce qui concerne les modalités d'accès, donc la représentation au public. Et toute cette présentation, finalement, je l'ai fait sans vous montrer une seule image, justement à cause de ces conditions d'accès très particulières. Mais pour autant, vous aurez peut-être la possibilité de voir ces archives grâce à une exposition qui a été créée aux Archives nationales en 2020-2021 et qui sera, donc là c'est plus pour le public argentin ou sud-américain, puisqu'elle sera à Buenos Aires, à la Commission provinciale pour la mémoire de Buenos Aires et à Memoria Abierta, donc mémoire ouverte, donc deux institutions, deux OGN installées à Buenos Aires. Voilà, je vous remercie. Merci Martine pour cet exposé passionnant et cette présentation vraiment tout à fait riche, qui je suppose va susciter beaucoup de questions et peut-être de commentaires. Donc les questions, je vois une première question. Qui est habilité à filmer et quelles sont les conditions administratives et techniques? Alors, ça fait beaucoup de questions en une. Oui, Alors, alors peut-être juste une précision, hein. Je rappelle que je suis dans une salle de conférence de l'École des Chartes et vous entendez peut-être un bruit de fond voilà, de conversation. C'est la traductrice qui traduit en simultané pour la délégation ukrainienne qui est face à moi. Voilà, c'est pour expliquer peut-être les conditions sonores qui sont peut-être pas optimales en Zoom. Je ne sais pas du tout si vous entendez quelque chose ou pas. Donc, pour répondre à la question, donc la décision déjà de l'enregistrement revient in fine au premier président de la Cour d'appel, en sachant que toute partie peut le saisir pour avoir l'enregistrement. Et je rappelle que si le ministère public requiert cet enregistrement, il est de droit. À partir de là, il y a en effet toute une organisation administrative et technique et archivistique qui se met en place pour créer les conditions préalables à l'enregistrement. Donc ça entraîne l'intervention de beaucoup de personnes, le ministère de la Justice qui a en charge l'organisation elle-même, la Cour d'appel, puisqu'il s'agit maintenant essentiellement de procès qui ont lieu à la Cour d'appel et donc qui permettent
voilà, de la disposition, la mise à disposition de la salle pour que la régie technique s'y installe. L'intervention également de cette régie qui est donc actuellement des opérateurs d'une entreprise extérieure qui a un marché public permettant cet enregistrement et les archives pour rappeler ce que sont les archives audiovisuelles de la justice et les conditions techniques de description de ces archives et conditions de pérennisation qu'il va falloir mettre en place pour que l'enregistrement se fasse dans de bonnes conditions et que ensuite, une fois que ces archives seront transférées aux archives nationales, c'est-à-dire dès la fin des procès, que nous, on ait aussi les moyens de conserver dans de bonnes conditions et sur le long terme ces archives. Merci. Martine, alors une autre question de Jens Böll, qui est le président de la section. Est-ce que vous savez dans quelle mesure des procès, notamment pour crimes contre l'humanité, sont filmés dans d'autres pays que la France? Là, je pense que tu as pas mal d'éléments de réponse. Oui, alors je pense qu'on ne peut pas faire ici un panorama voilà, de toutes les situations. J'ai évoqué tout à l'heure voilà, le cas de la Belgique qui est très intéressant. Bon, je ne reviendrai pas parce que j'en ai déjà parlé, mais je voulais juste souligner l'intérêt du cas de la Belgique parce que, par exemple, pour les affaires de génocide des Tutsis, eux-mêmes sont interpellés par les mêmes parties civiles et ont également la compétence universelle, donc jugent beaucoup d'affaires liées au génocide des Tutsis. Sur les attentats terroristes, il y a aussi des procès en lien avec certains accusés jugés en France qui ont été jugés en Belgique. Donc voilà, donc ça crée effectivement forcément des zones d'intérêt proches. Mais on peut citer, par exemple, je parlais de l'Argentine où donc les procès, certains procès vont pouvoir être vus. Donc, il n'y a pas de loi qui encadre l'enregistrement des procès. Par contre, c'est la Cour suprême de la nation qui a mandaté en quelque sorte la commission euh, du cinéma et des arts audiovisuels pour enregistrer les procès, sachant que tous les procès de crimes contre l'humanité, c'est-à-dire tous les procès impliquant les responsables de la dictature en Argentine, ont fait l'objet d'un enregistrement. Donc il y a en Argentine un très très grand nombre, voilà, j'ai pas les nombres exacts, mais c'est quand même de l'ordre de 300-400 qui ont fait l'objet de l'enregistrement. Si je prends un exemple plus européen, en Espagne, ils ont, là aussi, c'est pas un pays, alors il n'y a pas tout à fait une loi, ils ont un protocole qui leur permet d'enregistrer, et ils enregistrent très largement aussi les procès de crimes contre l'humanité, des procès d'attentats terroristes, avec une volonté, pour eux, la volonté, elle n'est pas historique, elle est de communication au sens de la transparence de la décision de l'État, de l'exercice démocratique de la justice. Ils ont une chaîne YouTube sur laquelle parfois on peut suivre dans un quasi-direct, un peu comme ce qui se passe à la Cour pénale internationale, certains procès. Voilà, donc je ne citerai pas peut-être d'autres cas, mais voilà, on a des régimes d'ouverture, on a des régimes de fermeture totale, comme en Allemagne, où il n'est toujours pas possible de filmer les procès. Donc ça dépend vraiment des sensibilités culturelles, des évolutions juridiques aussi, et puis voilà, de volonté politique ou juridique ou du législateur. Donc les situations sont vraiment très, très diverses. Alors, une question intéressante concernant l'éventuel traitement de ces archives audiovisuelles. Est-ce qu'elles sont conservées brutes ou est-ce qu'elles ont justement un traitement? Ah oui, alors je comprends le sens de Oui, la le, question.
Le traitement au sens, voilà, il n'y a pas de rush, par exemple. Voilà. Alors, oui, je vais peut-être préciser le sens de cette question et y répondre en même temps. Euh, alors, en fait, pour répondre à cette question, il faut revenir aux modalités de l'enregistrement. C'est-à-dire que c'est un enregistrement qui est intégral. Ça veut dire qu'il n'y a pas de montage, il n'y a pas d'ajout, il n'y a absolument rien qui est enlevé. C'est l'enregistrement brut. De ce fait, il n'y a pas de rush de départ. C'est vraiment l'intégralité qui est versée telle qu'il est enregistré par la régie qui est en salle d'audience. À partir de ce moment-là, ce qui est archivé aux archives nationales, c'est ce même enregistrement complètement brut. Donc, il n'y a pas de traitement derrière. Par contre, je n'ai pas eu l'occasion de le préciser dans le cadre de cette présentation. euh, Pendant ce délai de 50 ans où on ne peut pas consulter les archives, si, par exemple, on veut réutiliser certaines des archives audiovisuelles de la justice dans le cadre d'un documentaire, dans le cadre d'une exposition ou pour tout autre besoin, on peut faire une demande auprès du tribunal judiciaire de Paris. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est le travail des réalisateurs ou des commissaires, curateurs d'exposition de faire des montages à partir de ces archives. Mais aux archives nationales, il n'y a pas de retraitement des archives. C'est vraiment des archives brutes telles qu'elles ont été enregistrées qui sont conservées dans notre bâtiment. Bon, je crois que, que Andreas veut faire une réponse, non? Non, bon. Alors, les autres questions concernent les conditions de communication. Est-ce que les procès filmés peuvent être soumis à dérogation de la CADA, donc la commission administrative d'accès, la commission d'accès aux archives et aux documents administratifs? Alors, c'est une excellente question Oui. que je vais peut-être aussi, comme pour la précédente, l'expliquer parce que Oui. les personnes qui nous écoutent ne sont pas françaises, donc je pense que ne seraient pas en mesure de comprendre le périmètre de cette question. Euh, Là aussi, je reviendrai finalement à la création de ces archives. Au tout début de ma présentation, mais j'ai été assez rapide, il me semble, j'ai précisé que dans le Code du patrimoine, il y a une première partie du livre archives qui concerne les archives en général, donc les archives administratives et judiciaires sur lesquels, donc, qui sont, le texte de loi est libellé de cette façon-là, qui sont librement communicables, mais sur lesquels peuvent porter quand même des délais de communicabilité. Euh, Pendant cette durée de restriction, pour des raisons qui sont exposées dans le Code du patrimoine, tout le monde peut faire justement une demande de dérogation, donc au sens où le pose cette question, c'est-à-dire demander une autorisation exceptionnelle d'accès à ces archives administratives ou judiciaires. Euh, et il y a un processus administratif d'instruction qui aboutit à une décision positive ou négative. Si la décision est négative, la personne qui en fait la demande peut juger cette décision négative abusive et donc réclamer un réexamen de sa demande. Et l'instance qui peut être saisie dans ce réexamen est la commission d'accès aux documents administratifs, donc sous sa forme abrégée CADA, qui peut être saisie en lui demandant, en disant, la personne peut dire qu'elle trouve que la décision n'est pas juste et que pour telle raison, elle peut avoir accès quand même aux documents. Pour les archives audiovisuelles de la justice, la difficulté, c'est qu'on n'est pas dans ce titre qui concerne la gestion générale des archives. On est dans la partie qui concerne les archives audiovisuelles de la justice et une partie où il est seulement précisé que
pour déroger au délai des 50 ans, il faut saisir non pas l'administration, mais saisir une autorité judiciaire qui est le président du tribunal judiciaire. Et on saisit cette autorité judiciaire non pas en faisant une demande administrative, mais en faisant un acte judiciaire qu'on appelle une requête. Et cette autorité judiciaire ensuite rend une ordonnance accordant ou non l'autorisation. Et à partir de là, je dirais qu'il n'y a pas de il n'y a pas une absence de voie de recours. En tout cas, quand on n'est pas dans un processus administratif, on ne peut pas saisir cette commission d'accès aux documents administratifs, mais on a des voies de recours judiciaires qui existent dans la procédure. Voilà. Excusez-moi de l'explication un peu longue, j'espère que je n'ai pas perdu tout le monde, mais voilà, il y a cette, on va dire, ce jeu entre une partie de la loi et l'autre partie de la loi, qui est aussi d'ailleurs une des difficultés. Merci. L'autre question, et je pense que tu as répondu en partie, peuvent-elles être communicables sous dérogation ou de plein droit aux chercheurs et aux personnes concernées? Alors, De oui. plein, oui. Alors, en fait, depuis 2008, il y a eu une loi sur la communicabilité des archives qui a été intégrée dans le Code du patrimoine et qui a fait bouger les possibilités d'accès et en créant cette ouverture dont j'ai parlé pour un motif de recherche scientifique et historique, à la condition que le procès est terminé par une décision définitive. Donc, on est dans ce contexte-là. Et l'autre partie de la question, excuse-moi, C'était, oui, ou de plein droit. Ah, ou de plein droit. Alors oui, c'est pour les personnes qui seraient concernées, voilà, c'est ça. Pour les Alors, personnes concernées. alors, c'est quelque chose qui est très compliqué, effectivement, si on pense à certains témoins qui ont pu être auditionnés lors d'un procès et qui pourraient demander à avoir accès à ces enregistrements. La loi, en fait, elle est compliquée à interpréter, c'est-à-dire qu'elle ne parle que d'une recherche historique et scientifique, c'est-à-dire qu'elle ne demande pas à la personne qui en fait la demande d'être un chercheur ou d'être un historien. Elle ne s'intéresse pas à la qualité de la personne, elle s'intéresse à la finalité de la recherche. Donc, est-ce qu'un témoin qui a participé au procès, est-ce que la famille de ce témoin qui voudrait consulter ces archives, est-ce qu'on est aussi dans ce contexte d'une recherche à finalité historique et scientifique? Voilà, on est là dans une marge d'appréciation donnée à notre institution des Archives nationales, voilà, qu'on apprécie, on va dire, au cas par cas, mais qui est très difficile parce que justement, elle n'est pas explicitement prévue. Donc, il n'y a pas, comme pour d'autres archives administratives, où la personne concernée peut avoir accès à son dossier. On n'a pas tout à fait le même niveau de droit. Alors, une autre question plus archivistique, peuvent-elles faire l'objet d'inventaires ou de répertoires numériques détaillés? Ah, tout à fait. Oui, ça, bien sûr, voilà, les archivistes traitent ces archives comme toutes les archives. Donc, il y a en effet sur le site Internet des Archives nationales donc déjà un panorama assez général de toutes les archives audiovisuelles et en particulier des archives audiovisuelles de la justice, donc qui permettent voilà, de connaître notamment les 33 procès qui ont été enregistrés. Et là, je suis en train de mettre à jour énormément de ces
inventaires procès par procès. Actuellement, voilà, comme je suis en train de travailler dessus, ils sont pas tous accessibles, mais il y a, voilà, dans quelques temps, d'ici la fin du mois, tous seront remis en ligne et il y aura en effet un inventaire par procès. Donc voilà, c'est traité selon les mêmes normes que toute autre description archivistique sur n'importe quelle autre archive. Euh, Autre question, les archives audiovisuelles de la justice ont-elles déjà influencé la révision d'un procès? Si oui, merci d'en évoquer les cas. Alors, euh, très clairement, non. Parce que faut pas oublier que les archives audiovisuelles de la justice ne sont pas du tout accessibles tant que la décision n'est pas devenue définitive. C'est-à-dire que en France, on a la possibilité, après une première instance, de faire appel. Pendant cet appel, donc la procédure n'est pas définitive et donc personne ne peut avoir accès à la première instance. Donc déjà, même si même si la première instance a été filmée, il n'y a pas de possibilité de la consulter et donc il n'y a pas d'influence entre la première instance et l'appel. Et de toute façon, en droit français, il est bien prévu qu'en appel, l'affaire est jugée euh, euh, à nouveau en appel. Mais pour les procès qui sont devenus définitifs, est-ce que la question se pose? Alors là aussi, la question ne se pose pas du fait des conditions d'accès. C'est-à-dire que, mais c'est intéressant de le souligner, hein, j'ai déjà été confrontée à ce cas-là, notamment par exemple pour les procès du génocide des Tutsis au Rwanda, comme il y a une succession d'affaires qui ont déjà été jugées, d'autres qui attendent d'être jugées d'ailleurs, on pourrait très bien imaginer que des personnes qui vont être impliquées dans une prochaine affaire auraient envie de voir ce qui a été déjà jugé et comment les procès se sont déroulés, voir si certaines personnes vont témoigner à ces nouveaux procès, comment ils ont déjà témoigné dans les procès anciens. Alors là, très clairement, euh, une telle demande n'est pas une demande de recherche historique et scientifique. On est dans le cas d'une recherche judiciaire finalement et doit passer par la procédure de saisine de l'autorité judiciaire pour avoir une ordonnance l'autorisant. Et donc, dans ces cas-là, je ne sais pas si l'autorité judiciaire a déjà été saisie de telles demandes. Mais je ne pense pas parce que on m'a jamais demandé de faire des demandes de communication de ces archives dans ce contexte-là. Donc, ces archives ne servent pas à la révision des procès déjà jugés, ni n'influencent des affaires à juger. Alors, une question d'actualité. Certains ont regretté que le procès Sarkozy n'ait pas été filmé, puisqu'il s'agit d'un procès historique. Est-ce que vous pensez que le débat à ce sujet en France peut conduire à un changement de pratique, c'est-à-dire ouvrir la voie pour filmer un plus grand nombre de procès de caractères différents? Alors, en fait, je répondrai de deux façons. D'abord, euh, voilà, pour rappeler peut-être par une boutade que les représentants au Parlement sont là, effectivement, nos représentants sont là pour finalement proposer des lois qui répondent aux personnes qui les ont portés sur le poste de député ou de sénateur. Et donc, finalement, tout citoyen peut influencer sur l'adoption ou pousser de nouvelles idées de loi. Il y a même sur le site de l'Assemblée nationale un espace prévu à des pétitions citoyennes qui peuvent être déposées. Euh, donc, est-ce que ça peut évoluer?
certainement, hein, toute loi peut évoluer. Est-ce que ça va évoluer? Ça, je ne sais pas. Il y a régulièrement des procès dont on regrette voilà, qu'ils n'aient pas été enregistrés. Il y en a un certain nombre, effectivement, qui ont une grande portée médiatique ou une portée représentative. Euh, je pense que s'il y a un vrai débat effectivement sur ce sujet, peut-être que ça emportera effectivement une évolution de cette loi-là. Mais je préciserai que la possibilité d'enregistrer des procès au titre des archives audiovisuelles de la justice n'est pas la seule possibilité d'enregistrer des procès. Il y a eu une autre loi qui a été adoptée en 2021, qu'on appelle la loi pour la confiance dans la justice, qui permet d'enregistrer des procès dans un autre contexte, dans une autre perspective, dans une perspective plus pédagogique. Et afin de rendre ces archives ensuite diffusables. Donc, actuellement, il y a un accord entre le ministère de la Justice et France Télévisions. Et vous pouvez voir, je crois, sur la chaîne parlementaire maintenant, l'émission Justice en France, animée par le journaliste judiciaire Dominique Verdeillan, qui permet de montrer aussi une autre justice, mais c'est vraiment une autre façon de filmer, puisqu'il s'agit de filmer pour la diffusion. Euh, donc, il y a des règles très très précises d'anonymisation des personnes qui sont filmées si elles le demandent, hein, puisque là, c'est visible par tout le monde à la télévision ou en replay sur les sites Internet. Donc, on est dans un autre contexte, mais ce ne sont pas des archives. C'est-à-dire que ce sont des documents audiovisuels qui ne sont pas versés aux archives nationales, mais qu'on va retrouver à l'Institut national audiovisuel au titre de la captation de tous les programmes radio et télévision. Alors, une autre question, est-ce que les accusés ont le droit de refuser l'enregistrement de leur procès? Alors, il y a eu un cas en 2009, je parlais tout à l'heure du procès du scandale industriel AZF, la personne qui représentait la société a justement saisi la chambre criminelle, a justement saisi la Cour de cassation pour refuser l'enregistrement. Et la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que la demande n'était pas recevable parce que la qualité d'archives historiques et donc de procès représentant un intérêt à la constitution d'archives audiovisuelles était tout à fait remplie et ne se justifiait pas. Il faut savoir que quand le président de la Cour d'appel prend sa décision, euh, la décision lui appartient. Donc, les accusés n'ont pas à se prononcer sur le fait qu'ils soient d'accord ou pas. Les personnes donc, qui sont filmées ne sont pas non plus saisies d'une demande par rapport à leur enregistrement. Hein, il y a une façon de filmer, mais il n'y a pas de demande d'autorisation, que ce soit sur les accusés comme sur les autres acteurs à un procès, sur le fait qu'ils soient d'accord ou pas d'être filmés. Voilà, encore une question. Existe-t-il des procès filmés à la Cour de cassation? Alors, il y en a un seul. Euh, donc, il y a eu une affaire qui a été jugée en 2022, si je me souviens bien, enfin une affaire qui a été jugée. Plus exactement, c'était une demande de réhabilitation de Jacques Fesch, qui avait été condamné dans les années 50, et la famille donc
de cet homme qui est depuis décédé, demandait la réhabilitation de Jacques Fesch avec des éléments nouveaux permettant éventuellement ou pas en tout cas d'examiner cette possibilité. Donc cette audience a été enregistrée. C'est une petite audience qui a duré 1h20 très exactement. Et pour l'instant, c'est le seul cas d'un enregistrement à la Cour de cassation. Merci. Alors, un message d'une collègue argentine qui est en anglais. Je le lis, il est assez long. D'accord. Hello, Martin. It's a pleasure to hear from you from Argentina. I don't know if you know, but there is a recent film, Nuestra Tierra, by Lucrecia Martel, which was filmed to document the judicial process that began in 2018, 9 years after Chocobar's murder at the hands of a landowner in the indigenous community of Xuxagasta, Tucumán. Martel decided to film the trial because of its historical significance for Argentina, as it revealed racism and the tricks used to legitimize land dispossession. Do you think it could become a widespread practice for a community whose rights are being violated to request recording, or is it more of a discretionary approach? Alors, oui, je Oui. connais ce film qui est en effet très, très intéressant. Il a été diffusé en France il y a quelques années. En fait, ça rejoint peut-être la question du début sur les différentes approches au niveau international. Euh, c'est c'est difficile aujourd'hui, notamment en tout cas en ce qui concerne la France, avec les dernières évolutions, de voir dans quelle mesure euh, voilà, comment les choses vont pouvoir évoluer déjà au niveau national. Pour l'instant, très clairement, c'est l'orientation que j'ai décrite et plus globalement, l'incidence voilà, que ça peut avoir plus largement au niveau de une communauté juridique internationale. Donc, voilà, je ne sais pas trop. D'accord. Alors, il y a une question qui avait été posée par un participant qui a disparu, mais j'ai noté son... Si, si, j'ai noté son mail et je vais lui répondre directement. Voilà, demain. Euh, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut en rester là. Ah, attends, encore une question. Y a-t-il une réflexion sur l'angle de filmage et la durée dédiée à chacune des parties? Accusé, témoin, juge, public, je pense que là aussi tu as répondu, afin de permettre le maximum d'impartialité. Oui. Alors, oui, il y a une réflexion tout à fait sur cette façon de filmer qui se mesure pas exactement telle que le décrit cette question, mais il y a une vraie réflexion sur les types de plans, c'est-à-dire que chaque partie au procès est filmée avec les mêmes types de plans, donc plan rapproché, plan moyen, plan large. Et effectivement, euh, chaque personne est filmée avec cette même égalité de plan, je dirais, pour que on n'ait pas l'impression qu'il y a une partie qui est plus importante que l'autre dans un procès. Après, la question de la durée, non, ça c'est pas possible parce que euh, la plupart des procès qui ont été filmés en France sont des procès de cour d'assises où l'oralité est très importante. Donc, en fait, c'est le président de l'audience qui a la police de la salle, qui est le seul habilité éventuellement à couper la parole à
une des personnes si il le juge nécessaire. Et donc, tant que la personne parle, comme il s'agit d'un enregistrement intégral d'une archive brute, tant que la personne parle, elle est filmée. Voilà, avec ces règles de composition des plans, par contre. Donc, c'est comme ça qu'on crée un peu d'égalité. Alors, un commentaire. Merci beaucoup pour cet excellent exposé. J'avais pu voir l'exposition Filmer les procès aux archives départementales de la Gironde, donc c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Bon, on n'a plus beaucoup le temps. Moi, je regrette, j'avais quelques questions à poser, mais bon, en particulier sur les usages et les chercheurs. Mais je ne sais pas si tu as encore le temps de dire un mot sur les… Peut-être rapidement, peut-être Oui, en 1 minute. oui. Alors, en fait, il y a plusieurs usages. C'est vrai que ces dernières années, depuis que on a ces procès de crimes contre l'humanité ou les procès des attentats terroristes, ce sont des archives qui intéressent beaucoup les chercheurs. Donc, j'ai quand même un certain nombre de demandes régulières portant sur l'accès à ces archives, sur la consultation. Il y a aussi, je dirais, c'est plus conjoncturel, lié à l'actualité, un certain nombre de demandes pour réaliser des documentaires, donc qui passent par la voie un peu complexe que j'ai détaillée. Euh, Par exemple, sur le procès des attentats terroristes du 13 novembre 2015, il y a eu beaucoup de demandes pour réaliser des documentaires et il y en a toujours beaucoup, surtout à l'approche de la commémoration des 10 ans. Ce qui est aussi conjoncturel, je vais donner un autre exemple. Le 9 octobre, Robert Badinter va faire son entrée au Panthéon. Donc, j'ai eu aussi beaucoup de demandes sur le procès de Robert Faurisson contre Robert Badinter, parce qu'il y a le témoignage oral de Robert Badinter. Donc, voilà, on va avoir ce type de demande, mais c'est certain qu'en ce moment, puisqu'il y a maintenant de plus en plus de procès qui sont filmés, ça donne un éclairage particulier sur ces enregistrements et donc ça suscite plus de demandes qu'à une époque où il y avait très peu de procès qui étaient filmés. Alors, Victoria Barco nous demande si on peut partager ton email. Oui, bien sûr. Oui, oui, j'ai pas de problème par rapport à ça. Bon, alors, simplement, je ne vais pas faire de manip pour le répondre. Ah, ça y est, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, tu peux me le dicter? Je te le donne. Perrine, je peux Ah, tu l'envoyer l'as, pour tu moi. l'as, Ouais, Andreas, ouais, ouais, tu le mets alors. je fais ça. Ouais. Voilà, merci, hein, parce que là, je ne pouvais pas. Voilà, et bon, puisqu'il n'y a plus de questions et que nous arrivons au terme de cette conférence, euh, je voudrais d'abord te remercier beaucoup parce que c'était absolument passionnant, comme l'ont montré la vivacité et la participation de tous les intervenants dans la discussion. Je vous rappelle à tous que cette session est enregistrée et que vous pourrez la retrouver dans quelques jours sur la chaîne YouTube de l'ICA. Et enfin, je vous annonce la prochaine conférence du mardi qui aura lieu le 2 décembre, qui sera en espagnol. Et c'est Patricia Ogaldez qui nous présentera le programme de récupération de la mémoire historique du Guatemala, dont elle est responsable. Voilà. Merci à tous et bon voyage à Buenos Aires, Martine. Merci Perrine, merci encore de l'invitation.